La CAN commence dans quelques jours et il y a vraiment pas mal de sélections qui sont favorites ou outsiders. En tout cas, je trouve que c'est une CAN où il y a vraiment beaucoup de qualité et avec beaucoup de sélections qui pourraient notamment gagner cette compétition. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Ravi de pouvoir parler de la CAN, de parler de sélection. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, à la Coupe du Monde, on avait couvert les 32 sélections. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Là, on va le faire en deux vidéos, on va parler de 6 sélections. 6 sélections dans cette vidéo, donc il y en a une où on va un peu en parler, parce qu'honnêtement, je ne connais pas forcément très bien le sujet. Et on va également parler de 6 sélections dans l'autre vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte pour le développement de la chaîne. On approche les 16 000. Si jamais vous regardez la chaîne ou si vous découvrez la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est pas un sujet que je maîtrise énormément, le football africain. J'ai énormément travaillé dessus pour pouvoir vous produire la vidéo la plus qualitative. J'ai même demandé de l'aide à certains intervenants de qualité, d'ailleurs j'en parlerai en fin de vidéo pour les remercier car ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Mais voilà, s'il y a des petites approximations ou s'il y a des choses dont vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec grand plaisir. Moi j'aime bien avoir vos retours pour pouvoir me corriger et puis pouvoir un peu parfaire cette connaissance football. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer par parler de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Donc on va parler de la sélection tout d'abord entraînée par Jean-Louis Gasset, pays organisateur de cette CAN, qui a un 11, je dois dire franchement, assez fort. Je trouve leur 11, il est vraiment très homogène, il y a vraiment beaucoup de qualité dans cet effectif. L'équipe, elle peut vraiment faire beaucoup de ravages chez elle. Alors peut-être que dans l'inconscient collectif, on aurait plutôt tendance à se dire que vu que la Côte d'Ivoire est chez elle, et ben elle a des possibilités de gagner. C'est pas forcément si simple, hein. La dernière équipe qui a gagné chez elle, c'est en 2006, c'est l'Égypte, il y a eu la Tunisie juste avant en 2004. Je suis un peu remonté, j'ai vu l'Afrique du Sud en 96, mais il y a également eu l'Algérie en 90. Mais c'est pas forcément quelque chose qui arrive forcément systématiquement, donc voilà, on va pas se dire parce que la Côte d'Ivoire est chez elle, elle va forcément gagner. Par contre, c'est sûr que c'est une certitude, hein, c'est comme dans toute compétition internationale, être chez soi, c'est clairement un vrai avantage, et je trouve que cette Côte d'Ivoire, elle arrive quand même bien armée dans l'effectif. On va parler de la forme avant d'entrer dans l'effectif. C'est vrai que ils ont quand même loupé la dernière Coupe du Monde. Hein. Pour la Côte d'Ivoire, ça reste quand même relativement une anomalie, même si malheureusement, il n'y a que 5 sélections africaines qui étaient qualifiées. Bon là, avec l'arrivée de la Coupe du Monde à 48, le total va augmenter. C'est une très bonne nouvelle pour le foot africain. Mais c'est une nation normalement qui est censée participer, même si le niveau en Afrique commence à se lever de plus en plus. C'est une compétition qu'on avait quand même plutôt l'habitude de voir en Coupe du Monde. Donc c'est vrai que les voir absents la dernière Coupe du Monde, la dernière CAN, ils ont quand même été éliminés en 8e au tir au but contre l'Égypte. Et si on reste sur la forme, c'est vrai que en début d'année dernière, il y a quand même eu une lourde défaite contre la Zambie, 3-0. Même si la Zambie, il faut pas les sous-estimer, on en parlera tout de suite après. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'ils sont chez eux. Et franchement, quand on voit leur 11, je vous le montre directement à l'écran, je le trouve vraiment excellent. Surtout le milieu, hein, on va faire un focus sur Ibrahim Sangaré, Seko Fofana et Franck Kessié, qui est un milieu que je trouve vraiment très complémentaire avec Ibrahim Sangaré qui sera sûrement plutôt une pointe basse, avec Seko Fofana et Kessié qui a tendance en sélection à être quand même bien plus offensif comparé aux trois, même si c'est vrai que Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Kessié n'ont pas forcément énormément joué ensemble, car Seko Fofana n'était pas forcément toujours en sélection. C'est un joueur qui a préféré plutôt jouer en club, à l'instar, si je puis dire, d'un Salomon Kalou à une époque où quand il préférait quand même jouer avec Chelsea ou avec Lille plutôt que d'aller en sélection systématiquement. Donc c'est vrai que la cote de popularité de Seko Fofana en Côte d'Ivoire n'est pas forcément la plus belle. Donc là il a gros à jouer. Je pense que c'est quand même une très belle chose d'un point de vue qualitatif car c'est un joueur quand même hors pair je trouve. Mais c'est un joueur qui va avoir pas mal de preuves, pas mal de pression sur les épaules. Et c'est vrai qu'il aurait pu être un vrai leader des éléphants. À l'instar peut-être d'un Yaya Touré ou d'un Didier Drogba, même si je pense que d'un point de vue standing on est quand même relativement en dessous. Mais c'est un joueur qui aurait pu porter la sélection depuis plusieurs années, qui a préféré plutôt sa carrière en club. Je peux comprendre qu'au pays, effectivement, ça pose relativement problème. En tout cas, il a clairement gros à jouer. Et si cette CAN, malheureusement, est ratée et que Fofana rate sa CAN, je pense que l'histoire entre la Côte d'Ivoire et Seko Fofana sera malheureusement terminée. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à jouer, mais en tout cas ce milieu c'est sûrement un des meilleurs milieux qu'il y a voilà, dans la compétition. Franchement il est assez qualitatif. Sangaré qui fait plutôt des bonnes choses en première ligue, qu'on avait vu briller au PSV où il était absolument excellent, qu'on a vu à Toulouse également en Ligue 1. Franck Kessié qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui avait quand même fait quelques belles saisons à l'Atalanta, à l'AC Milan, même si ça a été plutôt compliqué. Bon, au Barça, ça a plutôt été mitigé, mais ça reste quand même un milieu de bonne qualité qui va pouvoir parfaitement aider Sangaré et Fofana. Et Fofana qu'on a connu, hein,
forcément à Lens, qui était absolument incroyable. Bon là, apparemment, à Al Nassr, ça se passe pas forcément pour le mieux, mais c'est un joueur qui a vraiment des belles qualités, qui a cette capacité à faire des différences tout seul. Et là où le milieu, en fait, et c'est pourquoi je pense que la Côte d'Ivoire est un véritable favori, c'est que la Côte d'Ivoire a également une attaque devant qui est absolument énorme. Mais on a Christian Kwame, le joueur de la Florentina, qui est également intéressant. Sébastien Haller, voilà, pareil, lui, il a gros à jouer, hein. C'est une compétition qui lui tient à cœur. C'est un joueur qui a envie de bien faire, qui a envie de réussir pour la Côte d'Ivoire, surtout chez lui. Je pense qu'il a vraiment quelque chose à vouloir faire. Après cette désillusion avec le Borussia Dortmund l'année dernière, je pense que là, il a envie de faire les choses bien. Et ce serait une très belle histoire d'ailleurs que la Côte d'Ivoire gagne la CAN avec un Sébastien Haller qui sort d'un cancer il y a un an et demi, donc ce serait vraiment une très belle chose. On va voir comment ça va se passer. Donc comme je vous disais, hein, on parle de Christian Kwame, on a quand même pas mal d'alternatives sur le banc. On peut penser notamment au Niçois Jérémy Boga, qui revient quand même très bien, je trouve, du côté de la Côte d'Azur. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, parce qu'il était un petit peu en perdition du côté de l'Atalanta. On avait vu un bon Boga à Sassuolo au Désherbé, mais c'était plus compliqué par la suite. Et là, il revient vraiment très bien, un joueur qui a beaucoup de talent. Donc c'est une belle chose et ça va être une belle arme pour les éléphants. On a également Nicolas Pepe qui est peut-être lui un peu plus en perdition, donc ça va être assez compliqué je pense, même si s'il est dans un bon jour, on sait qu'il est capable de faire des différences, on l'a vu au LOSC. Et pour rester dans le prisme LOSC, on a également un joueur qui est passé par le LOSC, qui est Jonathan Bamba, qui peut également apporter quelque chose. Je vous avoue très honnêtement, je ne sais pas ce que ça donne du côté de Celta Vigo, c'est pas forcément l'équipe que je suis le plus, mais en tout cas c'est un joueur qui, voilà, moi je suis pas son plus grand fan, si je dois être transparent avec vous, mais ça reste un joueur qui est normalement capable d'apporter quelque chose dans cet effectif. Et on peut également ajouter deux attaquants donc en doublure, voire plus de Sébastien Haller, c'est Oumar Diakité, le joueur de Reims, qui a joué quand même pas mal de matchs titulaires avec la Côte d'Ivoire. On peut même ajouter le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est passé par Saint-Etienne, Jean-Philippe Crasso, qui a cette capacité à pouvoir voilà, faire des choses très intéressantes avec le ballon, qui fait plutôt des belles choses avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà, je trouve que cette attaque et ce milieu sont vraiment très forts. Et puis bon, on va le voir, défensivement, ça reste tout de même plus que correct pour la Côte d'Ivoire. Avec Willy Bolly et également Evan Ndika, hein, le joueur de la Roma, qui est passé par Francfort, qui a rejoint les éléphants, qui a choisi la Côte d'Ivoire comme sélection il y a quelques mois désormais, qui est un joueur vraiment très fort, qui apporte vraiment le plus grand bien avec Willy Bolly, sachant qu'en plus en backup on peut avoir soit Ousmane Diomande, le joueur du Sporting, joueur de 20 ans qui est vraiment très intéressant et je pense qu'il va péter là dans les prochaines années. Je serais pas étonné de le voir arriver en première ligue, peut-être pas cet hiver, non, parce qu'il y a la CAN forcément, mais cet été. C'est un joueur voilà, qui est estimé déjà à pas mal de millions d'euros. Et on a également le joueur du Bayer Leverkusen, Odilon Kosonou, qui est un joueur vraiment assez fort. Et sur les côtés, on retrouve notamment le monégasque Wilfried Singo. Et sur la gauche, on a ce bon vieux Ghislain Conan. Donc voilà, comme je vous disais, et au but, on a Yaya Fofana qui fait une très belle saison du côté du SCO d'Angers en Ligue 2. Donc voilà, comme je vous disais, cette Côte d'Ivoire, je la trouve vraiment très bien armée, très bien homogène, avec un sélectionneur qui fait plutôt du bon travail. Donc va vraiment falloir pas négliger cette équipe de la Côte d'Ivoire, car je pense que elle va vraiment être très dangereuse et je serais pas étonné de les voir aller au moins en demi-finale, voire en finale. J'en fais pas mon plus gros favori si je dois être honnête avec vous, mais en tout cas je le mets dans mon top 3, top 4 avec beaucoup de certitude. On va passer à une autre sélection et on va parler des Fennecs, on va parler de l'Algérie. L'Algérie c'est pareil, hein, ça n'a pas forcément été une grosse forme lors des dernières compétitions, pas qualifié non plus à la Coupe du Monde après un scénario, dirons-nous, rocambolesque. On a également une équipe qui a été éliminée des poules, ce qui était clairement un vrai mal au pays, hein, parce que l'Algérie, c'est quand même, voilà, après avoir gagné la CAN et puis Belmadi, cette série de je ne sais plus combien de matchs sans défaite, qui était le record avant que l'Italie le batte, cette équipe de l'Algérie vraiment marchait sur l'eau et d'un coup, boum, le soufflet est retombé vraiment très difficilement. Donc voilà, on est un peu sur un nouveau cycle du côté de l'Algérie. J'ai presque envie de dire que la compétition arrive peut-être trop tôt parce qu'on est vraiment sur un renouveau, hein. Il y a plein de binationaux qui sont arrivés. Oussem Aouar qui est arrivé, il y a également Shaibi qui fait les très beaux jours de Francfort qu'on avait vu du côté de Toulouse. On avait Gouiri qui malheureusement est blessé et je pense que c'est une perte assez prépondérante pour les Fennecs. Il y avait un besoin de se renouveler parce que on a Belaïli qui a fait vraiment des très belles performances du côté de l'Algérie, Slimani également, même Boudnejba, qui sont des joueurs qui ont vraiment beaucoup apporté, qui ont vraiment beaucoup de talent, qui ont de la personnalité, qui aiment leur pays et qui font vraiment de très belles choses quand ils sont en sélection. On peut même rajouter Mahrez, même si Mahrez, moi j'ai du mal à le dire que Riyad Mahrez, même si c'est vrai que maintenant il a 32-33 ans, c'est plus le jeune joueur, mais je pense qu'il a encore pas mal de ballons dans les pieds. Les autres, je pense qu'ils sont plutôt sur la pente descendante sans leur manquer de respect et je suis persuadé qu'ils vont apporter beaucoup à cette sélection lors de cette CAN. Mais c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont en train de s'installer, qui font vraiment beaucoup de bien, notamment Shaibi et Aouar dans la
création. Ça reste des joueurs qui sont tout de même très très intéressants. Et c'est une équipe qui du coup est en forme et est invaincue en 2023. Alors si on doit être tout à fait honnête et transparent, il y a eu une défaite lors de la finale de la CHAN, donc du championnat d'Afrique des Nations, mais c'est une compétition que je ne vais pas compter là, dans les deux vidéos qui vont sortir, car c'était des effectifs qui étaient quand même tout de même vachement remodelés. C'est difficile de les compter, je trouve, dans les défaites et dans les bilans des sélections, donc c'est pourquoi je les compte pas. Mais si on enlève du coup cette compétition, on est pour l'Algérie à 7 victoires et à 3 nuls, ça reste quand même des très très belles performances, sachant qu'ils ont quand même affronté l'Égypte, ils ont affronté la Tunisie, ils ont affronté le Sénégal. Donc ouais, vraiment des très très belles performances de la part des Fennecs. On a également un milieu qui me semble très très intéressant, avec notamment Ben Taleb, qui est un joueur, un de mes coups de cœur cette année. Enfin, je l'aimais déjà beaucoup à Angers, je l'aimais également pas mal du côté de Schalke, mais là cette année il est vraiment en train d'être excellent du côté du LOSC, il est vraiment trop trop fort. On y retrouve à côté Benasser, qui revient de blessure, mais qui fait déjà de très très belles choses. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour les Fennecs. On peut y rajouter également Fegouli, qui pareil est assez vieillissant, mais il peut toujours apporter par sa qualité technique. Et on a un autre joueur que j'aime beaucoup, qui joue à Feyenoord, qui est un milieu assez créatif, qui est Zerouki, qui peut également apporter. Donc comme je vous dis, voilà, il y a pas mal d'alternatives au milieu. Autre attaquant qui peut être également très très intéressant du côté de l'Algérie, ça va être Amoura, qui est arrivé en provenance de Lugano, qui est arrivé à l'Union Saint-Gilloise, qui fait vraiment du travail excellent en championnat belge. Je pense que les Belges qui me suivent pourront confirmer ça. Mais c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent, qui peut apporter, qui peut être une surprise, s'installer un peu dans le 11. Pourtant, Amoura, il avait été beaucoup critiqué de la part de Belmadi au début, qui disait que s'il n'était pas sélectionné et s'il n'avait pas de temps de jeu, c'est qu'il n'avait pas forcément le niveau. Et pourtant, Amoura a continué à se battre et le voilà être capable d'être susceptible de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans cette sélection. Et ça vraiment mentalement, c'est quand même une belle prouesse, je trouve, d'avoir, malgré d'être contre vents et marées, d'être capable de sortir de belles performances en sélection, en club, pour pouvoir prouver qu'on a la place en sélection. Ça, bravo. Et on a également un joueur qui, moi, me surprend, mais bon, on compte dessus, c'est Adam Ounas, qui fait pas forcément la meilleure saison du côté du LOSC. L'année dernière, il avait été vraiment bon, peut-être un peu moins à la fin, mais ça restait quand même une belle saison, je pense, d'Adam Ounas. Là, cette année, il a un peu complètement disparu. Alors, je ne sais pas forcément ce qui se passe dans le club, mais c'est un joueur qu'on a déjà vu avoir des périodes de moins bien. Mais Belmadi a l'air de vraiment compter sur lui. Lors du dernier match amical, enfin l'avant-dernier, parce que quand je tourne, là, il y en a un qui est en train de se jouer, on est mardi. Donc l'avant-dernier, il a joué titulaire, il était à gauche et il avait plutôt fait des louanges, Belmadi, sur Adam Ounas. Donc on verra comment ça se passe pour lui. Mais c'est un joueur, c'est vrai, qui a une belle qualité technique, qui est capable de faire des différences. Je pense que vu que c'est son pays, il va avoir envie de se donner, mais je trouve que c'est un choix qui reste quand même relativement surprenant. Donc on verra comment ça se passe pour Adam Ounas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du joueur lillois. Et défensivement, on a peut-être Aïssa Mandi et Ben Sebaini, qui sont des joueurs qu'on connaît bien. Ben Sebaini qui est plutôt défenseur gauche, mais dans la sélection il est plutôt dans l'axe. Ça permet de mettre à gauche Ryan Aït-Nouri, qui est vraiment un super joueur, qu'on avait découvert à Angers, il me semble, de mémoire, mais là qui est aujourd'hui à Wolverhampton, qui est un joueur vraiment une belle qualité de percussion, vraiment super joueur. Franchement, je suis étonné qu'il soit encore à Wolverhampton. Je pense qu'il y a il va bientôt passer un échelon également, sans manquer de respect à Wolverhampton, mais je pense qu'il pourrait jouer encore un peu plus haut, parce qu'il a vraiment beaucoup de qualité balle au pied, belle qualité de dribble, et défensivement il s'améliore d'année en année, donc c'est une belle chose. On a également Laroussi en backup, qu'on avait connu du côté de l'Estac, qui a été préféré à Goulam, qui commence clairement à vieillir, et qui fait également partie comme je vous disais, de ce renouveau. Goulam, malheureusement, je pense que l'histoire se termine avec l'Algérie. Et à droite on a Attal, où ça reste quand même une interrogation, parce que il a eu pas mal de matchs où il avait joué, où il a été très bon, mais il est suspendu. Mais il est suspendu depuis plusieurs matchs, suite à des soucis. Je pense que, si vous suivez la presse, vous devez pas être au courant de l'histoire, mais on va voir comment ça se passe pour Attal. Et puis au gardien, on retrouve Bandrea, le gardien de camp. Donc c'est une équipe qui a quand même pas mal de force, qui a beaucoup de qualité, notamment d'un point de vue créatif. Je pense que c'est l'équipe offensivement et au milieu qui a peut-être les meilleures armes, dirons-nous. En tout cas, d'un point de vue création, ils ont énormément de créateurs. Après, à voir l'osmose, à voir comment les joueurs vont réussir à jouer ensemble. Comme je vous le dis, c'est pas mal de joueurs, Shaibi, Aouar notamment, qui sont arrivés il y a que quelques mois. On sait qu'une sélection, il faut quand même pas mal de temps pour avoir des automatismes et pouvoir être capable de vraiment être au maximum de ses qualités. Donc on verra comment ça se passe pour l'Algérie, mais en tout cas, clairement, ils seront pas négligés. Je les mets pas dans mon top favori non plus, pour le coup. Mais en fait, si demain ils gagnent la CAN, je tombe pas non plus de haut, parce que je trouve qu'il y a vraiment de très très belles qualités dans cet effectif. Donc ce sera clairement une belle équipe à suivre.
D'un point de vue statut de favori, on va peut-être descendre un peu d'un cran en parlant de la République démocratique du Congo. On va plutôt parler d'outsiders. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont quand même tout de même intéressants. La forme n'est vraiment pas mauvaise, hein, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Même si on doit être tout à fait voilà, lucide, il n'y a pas eu de grosses confrontations pour la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler de favoris car déjà il y a des sélections qui sont mieux armées. Et c'est surtout qu'à la dernière CAN, ils y sont pas tout simplement. Mais le sélectionneur, hein, Sébastien Desabre, fait vraiment beaucoup de bien à cette sélection. Il a donné vraiment un coup de boost à cette équipe qui en avait vraiment cruellement besoin. Et cette équipe, elle possède quand même vraiment de bons joueurs. Donc je pense que voilà, il faut pas les négliger. Et je serais pas étonné de voir la République démocratique du Congo voilà, jouer un peu un mauvais tour à certaines sélections. Même si on va le voir par la suite, la poule est pas simple pour la République démocratique du Congo, mais bon, il y a 16 qualifiés sur 24, donc passer les poules, ça reste quand même relativement accessible. Il y a un nouveau numéro 9 dans cette sélection, qui est Simon Banza, qui a rejoint la sélection et qui fait les très beaux jours de Braga. Il va sûrement prendre la place hein, de Bakambu, qui est un peu vieillissant. Et c'est vrai que l'armada offensive du côté du République démocratique du Congo n'était pas forcément la plus optimale, n'était pas forcément la plus dangereuse. Et à avoir un joueur comme Banza qui rejoint voilà, le giron congolais, dirons-nous, je pense que ça reste voilà, une véritable plus-value, même si, surtout avec un Bakambu qui commence un peu à vieillir. Donc ça va faire vraiment du bien. Il y a d'autres joueurs également offensivement qui sont intéressants. Hein. Il y a le joueur du Paris FC, enfin l'ex-joueur du Paris FC, pardon, qui est à Stuttgart depuis 2019, qui est Silas Katomba Mvupa, qui est un allié qui longe pas mal la ligne, qui je trouve vraiment très intéressant. En 10, on a Gaël Kakuta, que j'ai pas forcément besoin de vous présenter. Et on peut retrouver également sur les côtés Yohan Wissa, hein, qui fait de très belles choses, qu'on a connu à Lorient, qui est à Brentford et qui fait pas mal de bonnes choses. Je pense également à Théo Bongonda, qu'on a connu à Genk, il me semble, de mémoire. En Belgique, qui est aujourd'hui au Spartak Moscou, en Russie, qui lui également est un joueur avec pas mal de qualité et pas mal de percussions. On peut y ajouter également Elia, des Young Boys de Berne, qui a joué quand même pas mal de matchs titulaires lors d'un dernier rassemblement du Congo, qui est un joueur qui, pareil, peut jouer lui des deux côtés, ce qui est clairement un avantage par rapport à la tactique que veut mettre en place Desabre. En tout cas, offensivement, ça reste très intéressant. Défensivement, j'ai peut-être un peu plus de doutes concernant, et même au milieu, peut-être un peu plus de doutes concernant cette équipe, hein, même si on a des joueurs qu'on connaît, qui ont quand même pas mal d'expérience. Je pense à Mbemba, même si dans une défense à 4, moi je suis assez dubitatif concernant le Marseillais. À gauche, on peut retrouver Vital Nsimba, qui joue aujourd'hui à Bordeaux, qu'on avait vu à Clermont. On a également à droite Gédéon Kaloulou, qui est un joueur qui est arrivé à Lorient il y a 1 an et demi maintenant, en provenance d'Ajaccio, il me semble. Gédéon Kaloulou à droite, c'est pas forcément un mauvais joueur, mais là en ce moment avec Lorient, c'est tellement compliqué qu'il faut voir dans quel état il va arriver à la CAN. Et voilà, en fait, après le reste, c'est des joueurs que je dois être très honnête avec vous, je ne connais pas forcément. Donc je trouve que, voilà, défensivement, de ce que je peux voir, c'est pas forcément le plus fragile, mais je trouve que c'est face à des grosses armades offensives, comme on a pu le voir lors d'autres sélections auparavant, je pense que ça va quand même être compliqué. Après, il y a le gardien, Mpazi, qui est pas mauvais, hein, qui est le gardien de Rodez. On a Berthaud également sur le banc à Montpellier, on part plutôt sur Mpazi pour être titulaire. On a également Moutou Sami au milieu, mais je dois être très honnête, moi, Moutou Sami, j'ai beaucoup de mal avec lui. On verra comment ça se passe pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est un vrai outsider, je les vois aller au moins en quart. Après, un peu plus haut, ça reste un peu compliqué, ça dépendra toujours du tirage au sort, comment ça se passe pour cette équipe. Et c'est surtout qu'en fait, la République démocratique du Congo, ils sont dans une poule qui est vraiment pas simple, avec la Zambie, avec le Maroc et la Tanzanie. On va parler de la Zambie très rapidement, parce que c'est pas le club que je connais, c'est pas la sélection que je connais forcément le mieux. C'est assez difficile de trouver des informations, mais c'est une sélection qu'il faut clairement pas négliger. Il y a une génération en 2017 qui a gagné la CAN U20 et qui a gagné également et qui a été également quart de finaliste de la Coupe du Monde U20 en 2017. Hein. Donc c'est clairement une génération qui porte cette équipe et il faut donc pas les négliger, même si c'est vrai que d'un point de vue complètement occidental, on connaît pas forcément les joueurs, à part Patson Daka qui est un joueur de Leicester qui ne joue pas forcément énormément de temps de jeu d'ailleurs. Du côté de Leicester en Championship, mais avec un sélectionneur qui est Avram Grant, hein, qu'on avait connu notamment à Chelsea, l'Israélien. Bah, ça reste un football qui reste quand même relativement... qui a cette capacité, en fait, qui est capable de poser des problèmes au gros, d'être très fort défensivement et de pouvoir prendre dans un football de transition. Donc, va vraiment falloir se méfier de cette équipe de Zambie. Ce sera pas forcément simple dans une poule qui est relativement compliquée avec le Congo et avec le Maroc, enfin la République démocratique du Congo, pardon, et le Maroc. Donc faudra quand même se méfier de la Zambie et c'est pourquoi je voulais en jeter un tout petit mot, même si c'est vrai il est pas très long par rapport aux autres, mais comme je vous dis j'ai pas forcément les informations pour. Mais faudra pas négliger la Zambie en tout cas.
Et la troisième équipe de la poule, on va en parler tout de suite, hein, on parlera pas de la Tanzanie bien entendu, mais on va parler du Maroc qui est clairement un des favoris, on va pas se mentir. Hein. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde avec une équipe assez incroyable, force de la nature, vrai esprit de groupe, vrai esprit d'équipe, hein, historique, les victoires contre le Portugal et l'Espagne. Ils sont passés dans une poule qui est quand même pas simple, où il y avait le Canada, la Belgique et la Croatie. Ça reste une équipe qui voilà, a clairement le vent en poupe, même si on n'est pas forcément sur une équipe, dirons-nous, qui est dans une continuité. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, tactiquement, les choses ont un peu changé concernant l'équipe de Walid Regragui. On est plutôt sur un 4-2-3-1 avec un vrai 10, avec le retour de Amin Harit après sa blessure, qui l'a privé de Coupe du Monde. Et on est sur une équipe qui se porte un peu plus sur l'offensif par rapport à la Coupe du Monde, où c'est vrai que l'équipe était beaucoup plus défensive, et c'est ce qui a fait la force de cette équipe. Donc on est sur une équipe qui a plus envie de jouer vers l'avant. Mais niveau résultat, pour l'instant, même au niveau dans le jeu, pour l'instant, c'est pas non plus incroyable. Donc on va voir comment ça se passe, même si clairement le Maroc est encore un des favoris. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais on est sur un système qui est quand même bien plus offensif, donc on va voir comment ça se passe. D'ailleurs, Walid Regragui, on a conscience, un peu, il sort de la Coupe du Monde, hein, voilà, il avait été un peu plébiscité partout, il avait dit, en étant demi-finaliste de la Coupe du Monde, on est obligé de gagner la CAN. Et il a un peu rétro-pédalé, parce qu'effectivement, il y a quand même une homogénéité dans cette CAN, avec beaucoup d'équipes qui sont plus qu'intéressantes. Donc il a raison de prendre un peu plus de pincettes et de ne pas s'annoncer comme favori, enfin en tout cas je pense. Et c'est une équipe aujourd'hui qui, malgré son 4-2-3-1, peut quand même avoir quelques soucis, même si ça reste une équipe qui est très très favorite. On va voir le 11 qui a quand même de belles qualités. Alors la défense elle n'a pas changé, hein. Mazraoui à gauche, Hakimi à droite. À voir l'état de forme de Mazraoui, sinon il y a Atiatala qui reste un joueur excellent. Saïs et Aguerd dans l'axe, donc ça reste vraiment des très très bons joueurs. Hein. Saïs fait vraiment de très très belles choses, malgré les péripéties de cet été où il avait été acheté par le club qatari de Al-Sadd, donc à Beşiktaş, où finalement il a été prêté dans la foulée parce qu'il y avait trop d'internationaux, donc il a été prêté en Arabie Saoudite, plus précisément à Al-Shabaab. C'est une vraie satisfaction là-bas, j'ai vu que finalement après le prêt il voulait le garder, je sais pas si ça va se faire ou pas, mais en tout cas ça reste un joueur qui a vraiment beaucoup de talent. On y retrouve également Aguerd, on y retrouve également Hakimi à droite et puis Mazraoui à gauche, hein. Je pense que c'est les deux meilleurs latéraux voilà, c'est la meilleure paire de latéraux d'Afrique, hein. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Hakimi qui revient vraiment très bien avec le PSG, qui fait vraiment une belle saison. Le milieu, Amrabat et Ounahi, qui sont pas forcément dans leur meilleure forme en club, mais je pense que Sofiane Amrabat fera quand même d'excellentes choses à la sélection. Hein. C'est un joueur qui, quand il joue avec le Maroc, il est vraiment très fort. Et au final, avec Manchester United, depuis quelques semaines, c'est quand même beaucoup mieux. Le début était très compliqué, mais puis Manchester, c'est pas forcément simple de briller, mais ça va quand même beaucoup mieux, hein, faut être tout à fait honnête. Et Ounahi, je pense que dans cette équipe du Maroc, il va réussir quand même à se transcender et à être relativement correct, voire très bon. Peut-être, je sais pas s'il sera au niveau de la Coupe du Monde où il était tout simplement stratosphérique, mais je pense qu'il a cette capacité à être très bon. Et attention également à un joueur qui peut rentrer peut-être dans la rotation, c'est Oussama El Azouzi, qui est arrivé en Provence de l'Union Jagielloise, qui est à Bologne aujourd'hui, qui a pas forcément un énorme volume de temps de jeu. Après, Bologne roule tellement très bien en ce moment, on en parle très rapidement sur la chaîne, c'est forcément difficile de pouvoir s'installer. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualité, donc je pense qu'il pourrait apporter si jamais Ounahi, par exemple, n'est pas forcément au mieux. Et on a également donc Harit en 10, comme je vous disais, mais il y a ici Bilal El Khanous de Genk, j'espère que je le prononce bien, je suis désolé sinon, qui est un joueur, lui, qui est vraiment excellent, qui coûte plus de 20 millions ou 30 millions d'euros, là, pour l'instant. Hein. Il y avait Marseille qui était au renseignement, et je crois que c'était Marseille, ou il me semble que c'était Marseille. Il y a un club de Ligue 1, en tout cas, qui était au renseignement, et malheureusement, ils l'ont pas fait parce que le prix demandé par Genk était beaucoup trop élevé. Donc, faudra se méfier. Faudra se méfier concernant El Khanous. Et devant, on retrouve un joueur qui apporte beaucoup, qui était pas là à la Coupe du Monde, hein. C'est Amin Adli, qui a rejoint le Maroc cet été, qui est vraiment excellent, qui joue à gauche, qui fait beaucoup de bien, un joueur technique avec une très bonne finition, qui a pas forcément le temps de jouer escompté au Bayer Leverkusen, mais c'est pareil en ce moment, vu la concurrence, ça reste quand même difficile d'avoir du temps de jeu au Bayer Leverkusen. Et quand il en a, je trouve pas qu'il soit si mauvais que ça, même si je pense que pour moi, il devrait, pour faire son évolution, peut-être retrouver beaucoup de temps de jeu. Bon, mais en tout cas, c'est un joueur qu'au Maroc, je pense qu'il va faire vraiment beaucoup de bien parce qu'il est très virevoltant et je trouve que ça compense pas mal avec de l'autre côté Ziyech qui est lui, pour le coup, beaucoup plus créatif, beaucoup plus
beaucoup meilleure qualité de passe, pardon. Joueur qui a plutôt cet abattage créatif, alors que l'autre a plutôt un abattage de percussion. Donc je trouve que ça joue plutôt bien ça pour le Maroc d'avoir deux profils différents sur les ailes. Et devant, on a une Nessiri, hein, Youssef Nessiri, le grand buteur de Séville, joueur absolument excellent de tête, qui est un joueur vraiment très très fort. Je sais pas ce qu'il fait encore à Séville, sauvez-le. Si Séville-France regarde la vidéo, je suis désolé. Mais c'est un joueur qui est beaucoup trop fort. Enfin franchement, je trouve qu'il rendrait tellement de service à plein d'équipes. Et en tout cas, avec le Maroc, c'est clair que ça va être une vraie force de l'avoir. Faut voir également si El Zouli va avoir du temps de jeu, car il a quand même fait quelques matchs où il a été plutôt satisfaisant. À voir également si Sofiane Bouffal aura du temps de jeu, même si apparemment au Qatar c'est quand même relativement compliqué. En tout cas, la forme elle est plutôt bonne du côté du Maroc, hein, même si comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément extraordinaire. On n'est pas sur un rouleau compresseur comme on a pu le voir du côté de la Coupe du Monde, ce qui est normal. Hein. Voilà, le soufflet retombe. C'est pas forcément simple également de jouer après des matchs voilà, en Afrique. Après, ils ont quand même battu le Brésil. Hein. En victoire de prestige, je pense qu'on fait difficilement mieux. Il y a une défaite également en 2023 contre l'Afrique du Sud, donc on va voir comment ça se passe pour eux, mais clairement, moi, le Maroc, c'est dans mon top 3 de mes favoris, sans sourciller. Et on va finir par une dernière sélection. Si la vidéo te plaît et que tu l'as toujours pas fait, n'hésite pas à liker, abonne-toi également, c'est très important. Et on va parler du Ghana. Et le Ghana, si je dois être très honnête, je suis plutôt pessimiste sur leurs chances. C'est une équipe qui, d'ailleurs, a joué hier et a fait un triste 0-0 contre la Namibie, il me semble. Je vous mettrai le match, c'est pas la Namibie, mais en tout cas, ils ont fait 0-0 contre une équipe qui était normalement à leur portée. Contre une équipe qui n'est pas qualifiée. Je crois que c'est la Namibie. Et le Ghana, déjà, a changé de sélectionneur depuis la Coupe du Monde. C'est plus Otto Addo, c'est désormais Chris Hughton, qui faisait partie du staff, hein, entraîneur qu'on a connu notamment du côté de Nottingham ou de Brighton en première ligue, si on vous dit quelque chose. C'est un entraîneur qui était censé reprendre un peu, parce qu'Otto Addo avait mis en place tactiquement quelque chose d'offensif, porté vers l'avant, qui concorde parfaitement avec les forces de l'effectif ghanéen, sauf que on sent une équipe qui est quand même relativement frileuse du côté du Ghana, alors que pourtant les forces sont plutôt offensives. Alors justement, peut-être que vu qu'il y a beaucoup d'attaquants et de joueurs très bons, il se dit que faut peut-être cadenasser derrière et essayer d'être assez frileux, sauf que on le voit, ça porte pas du tout ses fruits. Il y a eu une grosse défaite contre le Mexique, également contre les États-Unis. Même si c'est vrai que dans l'effectif, il y avait quand même pas mal de blessures, hein, faut être tout à fait honnête, et ne pas se figer que sur les scores, mais ça reste quand même des défaites qui font quand même mal au moral, je pense. Il y a eu une défaite également contre les Comores, hein, que je trouve assez problématique, même si les Comores, on sait qu'ils sont capables de faire quelques résultats par moment. Donc on n'est pas sur une sélection qui arrive avec le total de confiance, avec un entraîneur qui, comme je dis, n'est pas forcément dans les préceptes qui avait mis en place Otto Addo, sachant qu'en plus il y a Thomas Partey qui manque à l'appel, et je pense que ça c'est une vraie perte, même si du côté d'Arsenal forcément il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, mais ça reste quand même un leader d'une sélection, donc ça reste une perte quand même qui me semble très prépondérante. Donc en fait la réussite de cette CAN pour moi elle va dépendre que d'une chose, si Chris Hughton retourne sur le jeu offensif comme Otto Addo le faisait. D'ailleurs, ce que je comprends pas en fait, c'est que il a vu que le Ghana marchait bien quand il était porté vers l'offensive, donc c'est assez surprenant ce volte-face de la part de Chris Hughton. Mais on a un matériel offensif, je trouve, du côté du Ghana qui est quand même très très fort. Ernest Nuama, qui à l'OL, moi je le trouve pas si mauvais. Je sais que dans ma vidéo sur les flops, beaucoup m'ont dit pourquoi il n'y a pas Nuama. Moi je pense qu'il a encore beaucoup de talent et il fait un nombre d'appels qu'on ne voit pas forcément à la télé, qui est quand même assez énorme. Mais il n'est pas forcément bien servi, il manque peut-être encore un peu de lucidité dans les derniers gestes, mais ça reste un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui a que 19-20 ans et qui un jour va péter. En tout cas, avec le Ghana, il a déjà fait de très très beaux matchs. On a également un petit jeune qui est prêté à Leicester par le Sporting, qui est vraiment pas mauvais, qui est Abdul Fatabou Issahakou, qui est vraiment un joueur qui est très virevoltant, qui est vraiment bon, que j'avais découvert en préparant la vidéo sur le Ghana en 2022 du coup, que j'avais trouvé vraiment très très intéressant. Et puis on a surtout Mohamed Kudus, le grand Mohamed Kudus, qui fait une saison vraiment bonne du côté de West Ham, qui avait été excellent à l'Ajax, qui est clairement la pierre angulaire et le joueur, le game changer dirons-nous du côté du Ghana, donc je pense qu'il peut apporter énormément. Et on a également aussi les frères Ayoub qui sont encore là, toujours là, André et Jordan, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'ils sont là, je crois que ça fait 15 ans André et Jordan, peut-être un peu moins. Et André Ayew d'ailleurs le joueur qui a le plus de cap du côté du Ghana, et
je sais pas ce qu'ils donneront. Honnêtement, le Ghana, vraiment, je suis pas forcément le plus confiant les concernant parce que vraiment, ils sont pas forcément dans leur meilleure forme, sachant qu'en plus, ils avaient été éliminés en poule lors de la dernière CAN. Le Ghana, c'est une équipe qui, entre 2006 et 2017, avait toujours été au moins demi-finaliste. Et huitième de finale en 2019 et premier tour en 2021. Donc clairement, on n'est pas sur la meilleure forme et la meilleure période pour les Black Stars. Mais en tout cas, on espère pour eux que ça ira quand même bien mieux. Même si j'en fais clairement pas mon favori. Après, la poule est relativement à leur portée. Hein. Il y a le Cap-Vert, le Mozambique et l'Égypte. Je pense que l'Égypte sera le favori, on en parlera dans la deuxième vidéo. C'est une équipe qui, pour moi, peut faire quelque chose, mais pour l'instant, elle me semble pas forcément prête. Elle n'est pas dans les meilleures dispositions tactiques, elle n'est pas forcément dans la meilleure forme pour pouvoir briller, même si, encore une fois, d'un point de vue talent, quand on pense à Noama, à Kudus, ou également Fataou Issahakou, j'ai oublié de parler également d'Inaki Williams, hein, le joueur de l'Athletic Club, qui, pour l'instant, c'est assez compliqué, on va dire, avec le Ghana, mais ça reste un joueur normalement qui est excellent et qui est capable de briller. Je crois que Souleymana n'est pas dans la sélection, d'ailleurs, il me semble que je l'ai pas vu. Je suis en train de penser à lui en tournant, mais je crois que je l'ai pas vu dans la liste, donc c'est dommage, parce que Souleymana, c'était quand même un joueur assez virevoltant. En tout cas, on verra comment ça se passe pour cette équipe du Ghana, mais je suis pas le plus, je suis pas le plus serein et le plus optimiste concernant les Black Stars. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'ai essayé de faire le plus complet possible en ne faisant pas quelque chose non plus d'extrêmement long. Donc voilà, il y a 6 sélections là, il y aura 6 sélections dans l'autre vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Je remercie chaleureusement Imad pour le Maroc qui m'a beaucoup aidé, que vous pouvez retrouver sous Twitter. Vous pouvez également le retrouver dans le podcast de Temps Additionnel où il parle de la Liga, où il est vraiment excellent. Un grand merci également à Marwan Belkacem, que vous pouvez également retrouver sur X, maintenant ça je dis Twitter, mais sur X, supporter de l'OM qui m'a beaucoup aidé pour l'Algérien, qui m'a vraiment donné beaucoup de billes, merci à lui. Merci à Elton Mokolo, que vous pouvez retrouver au Winamax FC, que vous pouvez retrouver également sur Twitter. Merci également à Tom, à l'ami Tom, le supporter à lyonnais. Et merci du coup à Joël, Joël de la BMS, hein, qui m'a vraiment beaucoup aidé pour la Côte d'Ivoire, donc merci fortement à lui. Je vous mettrai en description si vous voulez aller le suivre, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!